24 février 2022. Le monde entier n'en revient pas. Vladimir Poutine vient d'annoncer le début d'une opération spéciale en Ukraine. Mais alors, avant d'arriver à ce 24 février, il faut déjà comprendre pourquoi on en est arrivé là, et en fait pourquoi la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine l'année dernière. Alors il faut savoir qu'au cours de l'histoire, la Russie a toujours considéré l'Ukraine comme son territoire, et il faut savoir que la civilisation russe est en quelque sorte née à Kiev au Xe siècle. Le terme Ukraine, lui, apparaît seulement quasiment 1000 ans plus tard, au 19e siècle. L'Ukraine a en fait été pendant très longtemps un territoire de l'Empire russe, sauf qu'en 1917, il y a des révolutions qui se passent en Russie, et en plus il y a la Première Guerre mondiale, ce qui affaiblit considérablement la Russie, et ce qui permet à l'Ukraine de prendre son indépendance. Sauf que cette indépendance est de très courte durée, puisqu'en 1921, les bolcheviks reprennent le pouvoir et reprennent le contrôle sur la quasi-totalité de l'Ukraine actuelle. Et en 1922, l'Union des républiques socialistes et soviétiques est créée, et l'Ukraine en fait pleinement partie, et ce n'est qu'à l'effondrement de l'URSS dans le début des années 90 que l'Ukraine deviendra indépendante, précisément le 24 août 1991. Les années se succèdent et en 2014, un gouvernement favorable à un rapprochement avec l'Union européenne arrive au pouvoir en Ukraine. Et c'est à partir de ce moment-là, en février 2014, que des manifestations vont commencer à se multiplier dans le pays, des manifestations qu'on qualifie d'anti-Maïdan, c'est-à-dire d'anti-Union européenne, et qui sont une réponse aux manifestations pro-européennes qui avaient lieu à Kiev à la fin de l'année 2013. Ces manifestations se tiennent dans l'est de l'Ukraine et en Crimée, elles sont donc anti-Union européenne et pro-russe. En effet, au vu des résultats présidentiels de 2014, on se rend compte que ces territoires sont à majorité pro-russe. Ces mouvements vont s'intensifier au fil des mois et des séparatistes pro-russes vont commencer à occuper des bâtiments gouvernementaux. Face aux révoltes, la Russie va alors considérer que le régime ukrainien est illégitime et des troupes russes vont alors commencer à s'installer en Crimée en février 2014. Le président ukrainien de l'époque accuse alors la Russie d'occupation armée et d'invasion, et de ce côté la Russie nie être à l'origine de la présence des soldats russes en Crimée. Quelques semaines plus tard, le 16 mars 2014, un référendum a lieu en Crimée et ce dernier officialise le rattachement de la Crimée à la Russie. C'est ce qu'on va appeler l'annexion de la Crimée par la Russie. Et en ce qui concerne la région du Donbass, il faut savoir que les manifestations anti-Maïdan vont continuer à se multiplier. On assiste même à une insurrection armée des séparatistes pro-russes contre le gouvernement ukrainien. Ces insurrections armées entraînent la naissance de deux entités non internationalement reconnues qui sont proclamées en avril et en mai. On a donc la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk. Et face à cette situation chaotique, l'Ukraine et la Russie vont finir par signer un cessez-le-feu au début de l'année 2015. Sauf que ce cessez-le-feu ne va malheureusement pas être respecté et plus de 13 000 morts vont être recensés entre 2014 et 2020. C'est d'ailleurs ce qu'on va appeler la guerre du Donbass. Alors fait important entre-temps, en 2019, Volodymyr Zelensky est élu à la tête de l'Ukraine et c'est ce dernier qui en avril 2021 commence à alerter les Occidentaux et même la communauté internationale de la présence de troupes russes aux frontières ukrainiennes. Et quelques mois plus tard, en novembre 2021, des images satellites laissent vraiment penser que la Russie s'apprête à envahir l'Ukraine, puisque des chars russes et des véhicules blindés sont posés à la limite avec la frontière ukrainienne. Et en fait, tout s'accélère le 21 février 2022, lorsque Vladimir Poutine signe l'acte de reconnaissance de l'indépendance de la région, donc de Louhansk et celle de Donetsk. Et du coup, dans la nuit du 21 au 22, des troupes russes mais aussi des véhicules blindés commencent à rentrer dans l'est de l'Ukraine officiellement pour y maintenir la paix. Vladimir Poutine dénonçait en fait à ce moment-là la répression dont étaient victimes les séparatistes pro-russes de ces régions ukrainiennes. En entrant ainsi dans le territoire de l'Ukraine, Vladimir Poutine s'est attiré les foudres de tous les occidentaux qui ont parlé de violation du droit international. En effet, si on prend le texte de la Charte des Nations Unies, l'usage de la force contre l'intégrité territoriale est interdite, sauf que la Russie interprète ce droit international différemment puisqu'elle estime que les territoires pro-russes du Donbass dont elle a reconnu l'indépendance sont eux victimes de la violation du droit international par l'Ukraine. Et donc, si on en croit Vladimir Poutine et les dirigeants russes, la Russie serait en fait là pour défendre le droit international qui aurait été violé par l'Ukraine. Mais la véritable date de début du conflit, c'est vraiment le 24 février 2022, puisque c'est à cette date que Vladimir Poutine annonce le début d'une opération spéciale dans le but de soutenir les séparatistes pro-russes de la région du Donbass. Et contrairement à 2014, la Russie ne se limite pas à la Crimée, mais s'en prend à plusieurs grandes villes de l'Ukraine, dont notamment la capitale Kiev, puisqu'il la bombarde dès le début du conflit. Volodymyr Zelensky déclare immédiatement la loi martiale, ce qui signifie que c'est un peu l'armée qui prend le pouvoir dans le pays. Et dans la foulée de ces déclarations de guerre, des dizaines de milliers d'Ukrainiens vont se masser aux frontières et vont tenter de fuir leur pays. Et face à l'invasion russe, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent dès le 24 février au soir pour décider des sanctions à prendre. Nous avons aussi eu l'occasion d'entendre une adresse par le président ukrainien à l'occasion de ce Conseil européen. En tout cas, une chose est sûre, la guerre a commencé. C'est dans cette période que les principales sanctions occidentales vont être prises contre la Russie. Alors il y a plusieurs types de sanctions qui vont être prises.
On peut déjà relever que le 27 février, 3 jours après le début du conflit, la quasi-totalité des pays européens ferment leur aéroport au trafic russe. L'Union européenne et donc les 27 pays qui la composent prennent ensuite la décision d'interdire les médias Sputnik et RT russes qui sont accusés de diffuser la propagande du Kremlin dans toute l'Europe. Autre fait important, la Fédération de Russie est exclue du Conseil de l'Europe le 16 mars. Ça c'est vraiment un tournant parce que le Conseil de l'Europe c'est une institution qui existe depuis 1949 et c'est la première fois qu'un membre en est complètement exclu de la sorte. Et l'Union européenne continue à multiplier les paquets de sanctions. Ça concerne notamment les entreprises russes mais également les avoirs des grands oligarques du pays. Et c'est le 30 mai 2022 que la plus grosse sanction est prise, un embargo sur le pétrole russe. Les 27 vont donc décider de se couper de la majeure partie du pétrole qu'ils achetaient auparavant à la Russie. Lorsqu'ils prennent cette décision, l'interdiction elle se fera d'ici 6 mois et elle concernera quand même 2/3 des importations de pétrole russe en Europe. L'Allemagne et la Pologne, qui étaient à ce moment-là très dépendantes du pétrole russe, décident même d'arrêter la totalité de leurs importations d'ici la fin de l'année 2022. Bon après il faut savoir que toutes ces sanctions ne sont pas sans conséquences et c'est aussi pour ça qu'il y a une aussi forte inflation en Europe dans les mois qui ont suivi. Ça c'était surtout sur le côté géopolitique. Maintenant qu'est-ce qui se passe sur le front durant cette période? Eh bien en fait on peut relever les premiers bombardements meurtriers à Mariupol mais également les tirs d'artillerie à Kharkiv qui font plus de 21 morts et 25 blessés. Et dès le lendemain, le 17 mars 2022, l'Union européenne et les États-Unis vont alors qualifier ces actes de crimes de guerre. Et une nouvelle étape est franchie le 4 avril 2022, c'est ce qu'on a appelé le massacre de Boutcha. Des centaines de civils et même d'enfants sont massacrés dans cette ville de l'ouest ukrainien. L'autre aspect qu'il faut mentionner sur le plan militaire à ce moment-là, c'est l'échec de la guerre de mouvement initiée par Vladimir Poutine. Alors pour faire simple, si on regarde les 4 premiers jours du conflit, la Russie progresse très rapidement et se trouve même à 40 km de Kiev. Sauf qu'à ce moment-là, les tirs d'artillerie et l'aviation ukrainienne vont détruire les chars, les armes et les soldats russes qui font face à des problèmes de coordination interne. Les Russes ne parviennent donc pas à rentrer à Kiev et décident donc de repartir vers l'est. La guerre va donc durer bien plus longtemps que ce que ne prévoyait la Russie au départ. Nouvelle étape de franchie en juin, l'Ukraine accède au statut de candidat pour entrer dans l'Union européenne. Alors fait inédit, le 16 juin, le président du Conseil italien Mario Draghi, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron décident de se rendre tous les trois en train jusqu'à Kiev. Faut savoir que c'est quand même un symbole important puisque ces trois pays sont quand même les puissances fondatrices de l'Union européenne. Et 6 jours plus tard, les dirigeants européens décident d'octroyer le statut de candidat à l'Ukraine. Alors, faut savoir que le statut de candidat, normalement, il se donne pas comme ça. Faut attendre plusieurs années. Il y a même des pays qui souhaitent intégrer l'Union européenne qui n'ont même pas encore ce statut. Et c'est donc, comme le qualifie Charles Michel, un processus historique. Et alors, à l'heure actuelle, où on en est pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne? Il faut savoir qu'il y a un sommet qui s'est tenu début février entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et à ce moment-là, l'Union européenne a réitéré son souhait que l'Ukraine rejoigne l'institution. Donc maintenant, c'est une question de réforme puisque pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, il y a certains critères à respecter. Donc ça, c'était sur le plan géopolitique. Et dans le même temps, à partir de juin 2022, c'est donc plus une guerre de mouvement comme on vous l'expliquait avant, mais plus une guerre de position qui se trouve à l'est. Et c'est l'artillerie qui est désormais davantage utilisée. L'Ukraine parvient à tenir grâce aux canons César qui ont été fournis par la France. Il faut savoir que ces canons, ils ont quand même une puissance de 50 km. Ils peuvent donc tirer de très loin. Les Russes, eux, ont des armes moins précises. Alors, pour vous donner quelques chiffres, l'Ukraine tirait en moyenne 6000 obus durant cette période par jour, tandis que la Russie, c'était 20 000. Sauf que donc, la Russie, comme on vous l'a dit, les armes étaient quand même moins sophistiquées, moins élaborées que l'Ukraine. L'Ukraine qui a quand même bénéficié donc, des armes de la France, mais aussi des lance-roquettes missiles des États-Unis. Et c'est même durant cette période que l'Ukraine va un peu prendre le dessus sur la Russie. Les Ukrainiens ne se contentent même plus de défendre, mais ils attaquent même l'occupant russe. On arrive donc à la 4e phase de cette guerre, la contre-offensive ukrainienne. À ce moment-là, ça fait déjà plusieurs mois que les combats s'intensifient et plusieurs questions se posent. Faut-il former les soldats ukrainiens? Faut-il continuer à leur livrer des armes? Et une première réponse est donnée le 30 août 2022 lorsque les 27 ministres de la Défense de l'Union européenne décide d'accélérer la formation des soldats militaires ukrainiens. Celle-ci est désormais prévue pour 2 ans et doit permettre la formation de 15 000 militaires ukrainiens, principalement en Pologne et en Allemagne. Et il faut noter que cette aide militaire s'ajoute aussi aux 3,1 milliards d'euros qui ont déjà été donnés à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Autre fait important sur le plan géopolitique, à ce moment-là, l'Union européenne va cesser d'autoriser aussi facilement les Russes à obtenir des visas en Europe. Il faut savoir que depuis 2007, il y avait un accord qui permettait à des Russes qui venaient faire du tourisme en Europe de pouvoir ensuite avoir un visa. Et maintenant, cette procédure est proscrite. Et sur le plan militaire, c'est pour la première fois durant cette période que l'Ukraine va passer à l'offensive. Le pays utilise alors le logiciel Delta qui permet de connaître la localisation exacte de toutes les positions ennemies. I witnessed a lot of scenarios when information from my unit helps strongly another unit. Et le 13 novembre, on peut relever que l'Ukraine a récupéré 4500 km² qui avaient jusque-là été occupés par la Russie depuis février. Il faut savoir que la Russie, face à cette situation, décide alors de cibler les infrastructures critiques de l'Ukraine.
Ça concerne l'eau, l'électricité et évidemment le chauffage, dans le but en fait là cette fois-ci d'affaiblir la population ukrainienne et non plus les soldats. La capitale Kiev, qui compte environ 3 millions d'habitants, est complètement privée d'eau et d'autres zones sont même complètement privées d'électricité. Et ces coupures interviennent vraiment à un moment critique puisque c'est l'hiver en Ukraine et que la température moyenne elle est de moins 3 degrés et que dans certaines régions ukrainiennes elle atteint même les moins 20 degrés Celsius. Alors, il faut savoir que depuis le début du conflit, on vous l'a même expliqué en début de la vidéo, évidemment que les Occidentaux envoyaient des armes à l'Ukraine, que ce soit des missiles ou des drones, mais ils n'envoyaient pas non plus des armes conséquentes. Et en fait, depuis janvier, Volodymyr Zelensky demandait des armes plus puissantes. Olaf Scholz, le chancelier allemand, décide alors d'envoyer 14 chars Léopard 2. On a d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur ces derniers juste ici. Et après cette décision allemande, de nombreux pays européens ont décidé de suivre le mouvement initié par Olaf Scholz, notamment la Pologne, l'Espagne ou encore la Norvège, qui a annoncé prochainement de livrer des chars de combat du même type en Ukraine. Et si donc l'envoi de chars de combat a été acté, c'est pas encore le cas concernant les avions de combat, puisque c'est une demande de Volodymyr Zelensky lorsqu'il est venu à Bruxelles en février là récemment. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a autant de réticence à envoyer des armes à l'Ukraine, on a fait une vidéo sur ce sujet qu'on vous met juste ici. Et du côté de Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la semaine dernière qu'un nouveau paquet de sanctions allait bientôt entrer en vigueur. Et pour la première fois, il ne concernera pas seulement la Russie, mais également l'Iran, qui est accusé de livrer des armes aux Russes directement. La Russie dispose d'un nouvel atout. Des drones suicides achetés à l'Iran. C'est essentiellement les composants électriques qui sont présents dans les drones, dans les missiles ou encore dans les hélicoptères qui seront visés par ce 10e train de sanctions de l'Union européenne. Alors une question que vous vous posez sûrement, c'est combien y a-t-il eu de morts depuis le début de ce conflit? C'est très difficile d'y répondre puisque les chiffres sont pas du tout les mêmes si on croise les sources officielles, qu'elles soient russes ou ukrainiennes, ou même les sources de divers pays de l'Union européenne. Mais le chiffre qui revient le plus souvent, c'est que la Russie aurait perdu environ 180 000 soldats, tandis que du côté de l'Ukraine, ce chiffre s'élèverait à 100 000. Il y a aussi d'autres sites qui estiment que les deux pays ont perdu environ 150 000 soldats chacun. En tout cas, voilà, difficile d'être très précis sur ce sujet, sachant que parfois les civils ne sont pas pris en compte. On a fait d'autres vidéos aussi sur l'Ukraine, si ça vous intéresse, qu'on vous met juste ici. On espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si c'est le cas. D'ailleurs, pensez à vous abonner. Et le débat, pour le coup, il se trouve dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y répondre.